Personne à Washington n'a posé la bonne question avant que les bombes ne commencent à tomber à la fin du mois de février. Et cet unique défaut d'imagination, cette seule question manquante, est précisément ce qui a conduit les États-Unis dans une situation où leur propre vice-président a dû s'envoler pour la Suisse et s'asseoir face à un pays que l'administration promettait depuis des mois de briser. La question qu'ils ont oublié de poser est simple. Qui contrôle réellement le détroit d'Ormuz? Pas sur le papier, pas en théorie. Dans le monde réel, lorsque les missiles volent, que les assureurs retirent leur couverture et que les capitaines de pétroliers disent à leurs équipages de faire demi-tour, cette question paraît presque trop élémentaire pour être formulée à voix haute. On dirait une question tirée d'un contrôle de géographie au lycée. Et pourtant, l'appareil de sécurité nationale le mieux financé et le plus sophistiqué sur le plan technique de toute l'histoire de l'humanité n'a apparemment jamais travaillé honnêtement sur la réponse. Ou bien il l'a fait, puis a enterré ses conclusions parce qu'elles étaient dérangeantes. Dans les deux cas, cet écart, entre ce que ses responsables savaient et ce sur quoi ils étaient prêts à agir, est devenu le piège dans lequel toute l'opération s'est engouffrée. Voilà ce qu'est réellement le détroit d'Ormuz. C'est un passage étroit entre l'Iran et Oman, large d'à peine 34 km à son point le plus resserré. Et par ce couloir transite environ un cinquième de tout le pétrole et de tout le gaz naturel liquéfié échangé sur la planète. Chaque pétrolier qui transporte de l'énergie depuis le golfe Persique vers l'Europe, vers l'Asie, vers le Japon, vers les alliés des États-Unis, vers les marchés américains, tout passe par ce goulot d'étranglement. Il n'existe pas de contournement, il n'existe pas d'itinéraire de substitution qui n'ajoute pas des semaines et des coûts immenses. Le détroit est, au sens le plus littéral possible, la jugulaire économique du monde industrialisé moderne. L'Iran occupe l'une de ses rives. Et l'Iran possède des missiles. Pas de vieux missiles rudimentaires, des armes sophistiquées, capables de frappes précises, qui ont démontré, dans les jours et les semaines suivant le début des combats, qu'elles pouvaient atteindre des bases militaires américaines dispersées dans la région du Golfe. Elles pouvaient atteindre des cibles israéliennes. Et elles pouvaient atteindre les pétroliers qui tentaient de traverser le détroit lui-même. Dès le 1er mars, le passage des pétroliers par Ormuz s'était effondré, passant d'environ 24 navires par jour à presque rien. Reuters a rapporté que le chiffre était tombé à 0 le 5 mars, 0 pétrolier traversant le détroit, contre 37 navires enregistrés la veille du début des frappes américaines et israéliennes, le 28 février. Lloyd's List Intelligence a observé une chute de 80% du trafic maritime. Plus de 200 pétroliers de brut et de produits raffinés opérant dans le commerce international se sont retrouvés, de fait, bloqués à l'intérieur du Golfe sans aucune issue. Les assureurs maritimes avaient retiré leur couverture presque immédiatement, rendant commercialement impossible, pour la plupart des armateurs, la moindre tentative de passage. La théorie dominante au sein de l'establishment américain de sécurité nationale au moment d'entrer dans ce conflit était que la puissance aérienne suffirait à mettre l'Iran hors jeu en quelques jours. La guerre serait terminée avant que les Iraniens puissent jouer leur carte géographique. Le détroit ne deviendrait jamais un enjeu. C'est ce que les stratèges appellent parfois une théorie de la victoire construite sur une seule hypothèse optimiste. Et lorsque cette hypothèse s'est effondrée, lorsqu'il est devenu évident, dans les 72 premières heures, que ce conflit ne serait pas la répétition de l'escarmouche de 12 jours du mois de juin précédent, celle qui s'était terminée avec des responsables israéliens discrètement soulagés de cesser le combat, tout ce qui reposait sur cette hypothèse s'est effondré avec elle. Les Iraniens, ironiquement, n'étaient pas non plus pleinement préparés à ce qu'ils détenaient. Ils n'étaient pas assis à Téhéran le 27 février avec une feuille de route stratégique sereine, convaincus de pouvoir tenir plus longtemps que les Américains. Ils opéraient dans le brouillard de la guerre, comme tout le monde, incertains de leur propre capacité, sous une pression réelle, incertains de la distance jusqu'où les Américains iraient, incertains de ce que les opérations israéliennes au Liban signifieraient pour l'équilibre général. La différence, c'est qu'une fois les tirs déclenchés, lorsqu'ils ont commencé à comprendre ce que valaient réellement leurs missiles et leur géographie dans les preuves concrètes, ils ont utilisé ce qu'ils avaient. Les Américains et les Israéliens, eux, sont restés attachés à leur récit de victoire inévitable, même lorsque le champ de bataille racontait une histoire totalement différente. Ce schéma, l'écart entre le récit officiel et la réalité du terrain,
qui s'élargit silencieusement jusqu'à devenir impossible à maintenir, est l'un des traits les plus constants de l'aventurisme militaire américain depuis une génération. Cela s'est produit en Irak, cela s'est produit en Afghanistan, et cela semble se produire aujourd'hui d'une manière qui a provoqué la confrontation économique la plus directe avec les intérêts américains que l'un ou l'autre de ces conflits précédents ait jamais produite. Au début du mois de mars, le Brent avait grimpé à 83 $ le baril, soit une hausse de 15% en quelques jours. Goldman Sachs et d'autres banques révisaient brutalement leurs prévisions de prix à la hausse. Une projection avertissait que, si la fermeture se maintenait pendant 5 semaines, le pétrole pourrait atteindre 100 $ le baril. Et il ne s'agissait pas d'une perturbation mesurée en jours. Le détroit est resté de fait fermé ou soumis à de sévères restrictions pendant plus de 3 mois. La réserve stratégique de pétrole existe précisément pour répondre à des chocs d'approvisionnement de ce type. Mais les réserves ont des limites. Et lorsqu'une perturbation s'étend sur tout un trimestre d'activité économique, les effets en aval vont bien au-delà du panneau affichant les prix à la station-service. Ils touchent les prix alimentaires parce que la nourriture est transportée avec du carburant. Ils touchent les coûts de production parce que presque tout objet physique circule à un moment donné sur un camion ou sur un navire qui consomme du pétrole. Ils touchent les chiffres de l'inflation, les dépenses des consommateurs, les résultats des entreprises et les taux d'approbation politique. Ils touchent les indicateurs qui déterminent si les responsables au pouvoir survivent à la prochaine élection. Voilà la pression qui a concentré les esprits à Washington. Pas l'analyse stratégique, pas les notes d'alerte, pas les briefings du renseignement. Le prix à la pompe, dans les rayons des supermarchés et au comptoir des compagnies aériennes. La sortie négociée en Suisse constitue, selon toute évaluation honnête, une concession importante aux exigences iraniennes. Les discussions ont commencé officiellement pendant la 3e semaine de juin au complexe du Bürgenstock, en Suisse, propriété du Qatar, pays qui a servi de médiateur essentiel tout au long de cette crise. Le Qatar et le Pakistan ont tous deux joué un rôle central pour maintenir ouverts des canaux de communication entre des parties qui n'ont pas de relations diplomatiques, et se vouent une hostilité immense. Les 21 et 22 juin, les délégations américaines et iraniennes ont tenu des échanges que les deux camps ont décrits comme tendus mais constructifs. Une feuille de route de 60 jours vers un accord plus large a été établie. Une ligne de communication dédiée spécifiquement à la navigation dans le détroit d'Ormuz a été créée. Un comité de haut niveau a été constitué pour superviser le processus de médiation. Et une cellule de déconfliction a été convenue afin de traiter les violences en cours au Liban. Le vice-président J.D. Vance était personnellement présent à ces discussions, un fait sur lequel il vaut la peine de s'arrêter un instant. Le numéro 2 du gouvernement le plus puissant de la planète s'est rendu en Suisse pour négocier avec un pays que, jusqu'à récemment, l'administration décrivait publiquement comme un régime à détruire. Ce n'est pas un signal mineur, c'est une reconnaissance, rendue visible de la manière la plus spectaculaire qui soit, que l'objectif initial n'est plus atteignable à un coût acceptable. Au 24 juin, des navires circulaient de nouveau dans le détroit. Les prix du pétrole avaient reculé. Mais les analystes d'Al Jazeera, de CNBC et d'autres médias prenaient soin de souligner qu'un rétablissement complet n'était pas garanti. Il reste des mines à retirer. Des infrastructures maritimes endommagées doivent être remises en état. Les marchés de l'assurance ne reviendront pas du jour au lendemain aux conditions d'avant-guerre. Un reportage de CNN, daté du 24 juin, notait que, même si un accord global était conclu, les exportations de pétrole par Ormuz pourraient ne pas retrouver leur niveau d'avant-guerre pendant une période prolongée. Les dommages économiques causés par plus de 3 mois de perturbations continuent de se diffuser dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, les prix alimentaires et les indicateurs d'inflation de dizaines de pays. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, avait déjà averti plus tôt cette année que le blocus risquait de déclencher une crise systémique des prix alimentaires à l'échelle mondiale dans un délai de 6 à 12 mois si la perturbation persistait. Cet avertissement n'a pas été retiré. La question qui plane sur tout cela, celle que les négociations n'ont pas résolue et ne peuvent probablement pas résoudre à elles seules, est ce qui va se passer avec Israël. La position d'Israël dans ce conflit est structurellement inhabituelle, et pour la comprendre, il faut prendre du recul par rapport au cycle quotidien des gros titres.
Israël est un petit pays doté de capacités militaires réellement impressionnantes, qui, au fil des dernières décennies, est devenu profondément dépendant du soutien matériel et diplomatique américain. Il n'en a pas toujours été ainsi. Dans les premières décennies de l'État, et certainement dans le mouvement sioniste avant la création de l'État, il existait un fort attachement idéologique à l'autonomie. L'idée était que le monde ne pouvait pas, en dernière instance, être considéré comme fiable pour protéger les communautés juives face aux menaces existentielles, et qu'Israël devait donc être capable de se protéger lui-même. Le soutien américain était bienvenu, mais en dépendre était perçu comme une vulnérabilité stratégique. Ce principe s'est considérablement érodé. Les guerres qu'Israël a pu mener au Liban, à Gaza et dans l'ensemble de la région, l'ampleur de la force projetée, les programmes d'assassinats ciblés, l'infrastructure permanente de l'occupation, rien de tout cela n'aurait été durable sans l'aide militaire américaine, sans les réapprovisionnements américains pendant les conflits actifs, sans la couverture diplomatique américaine dans les forums internationaux et sans la volonté des États-Unis d'assumer le coût réputationnel de cette association. En termes structurels, Israël est devenu un État client qui se comporte avec l'assurance d'une puissance hégémonique régionale. C'est une contradiction très particulière, et elle crée une fragilité très particulière. Cette fragilité est désormais visible. Lorsque le président américain signale publiquement que la poursuite de cette guerre crée un risque économique intolérable, et lorsque le vice-président se rend personnellement en Suisse pour négocier des conditions, c'est le protecteur qui dit à son client que l'aventure stratégique en cours a dépassé ce qu'il est prêt à soutenir. La question devient alors de savoir si le client entend ce message et y répond rationnellement. Les signaux venus de certains secteurs de la politique israélienne suggèrent que la réponse est, au mieux, incertaine. Il faut mesurer ce que cela signifie lorsque de hauts responsables israéliens appellent publiquement à traiter tout le Liban comme une cible militaire légitime. Lorsque des propos invoquant la punition collective et la guerre totale ne sont pas considérés comme disqualifiants, mais comme une position parmi d'autres dans un débat politique normal. Lorsque les responsables qui tiennent ces arguments disposent d'un pouvoir institutionnel suffisant pour que le gouvernement actuel ne puisse pas survivre sans leur soutien, ce n'est pas un phénomène marginal. Cela reflète une culture politique qui, après des années de conflits et de mentalité d'assiégés, a déplacé une partie importante de son discours public vers des positions qui inquiètent les observateurs extérieurs et de nombreux Israéliens eux-mêmes. Comprendre comment cela s'est produit est la question que les analystes sérieux de la société israélienne devront affronter honnêtement. Des décennies de conflits continus créent une psychologie de siège permanente, difficile à déloger même lorsque la situation stratégique change. Le récit interne selon lequel toute opposition à la politique israélienne serait, en dernière analyse, un préjugé déguisé, crée une boucle de rétroaction fermée qui rend presque impossible une véritable autocritique. Et des années de soutien américain inconditionnel ont affaibli la discipline stratégique qui naît du fait de savoir que l'on portera réellement les conséquences de ces décisions. Lorsqu'il existe toujours un puissant protecteur pour absorber les coûts, les structures d'incitation qui limitent normalement le comportement des États commencent à se déliter. Le résultat est une culture politique qui, selon de nombreux observateurs de tout l'éventail politique, a perdu une part importante de sa capacité à effectuer un calcul stratégique sobre. Non par manque d'intelligence ou de compétence, mais parce que les mécanismes de rétroaction qui corrigent normalement l'erreur stratégique, des coûts réels, des conséquences réelles, une responsabilité en cas d'échec, ont été systématiquement atténués. C'est dans ce contexte que les négociations suisses tentent de produire un résultat durable. La demande centrale des États-Unis, débarrassée du langage diplomatique, est simple. Mettez fin aux opérations militaires actives qui maintiennent le détroit perturbé et menacent de faire dérailler la reprise économique mondiale. Les termes précis incluraient, selon les informations disponibles, un retrait israélien du sud du Liban, l'arrêt des campagnes de bombardement en cours et une voie permettant de limiter le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions internationales. La position de l'Iran est tout aussi transactionnelle. Mettez fin aux opérations qui nous ont donné une raison de fermer le détroit et nous cesserons de le fermer. La complication tient au fait que des éléments importants du gouvernement israélien semblent résister à cet arrangement non pas par cynisme, mais sincèrement. Certains membres de la coalition actuelle croient véritablement que la guerre peut encore être menée jusqu'à une issue favorable, que les coûts engagés sont supportables,
que toute accommodation représente une capitulation qui encouragera de futures agressions. Cette conviction, aussi déconnectée de la réalité militaire et économique qu'elle puisse paraître aux observateurs extérieurs, n'en est pas moins politiquement puissante parce qu'elle est sincèrement portée et largement partagée au sein d'un électorat particulier qui détient un pouvoir de veto structurel sur le gouvernement. Les données des sondages américains sur cette question méritent d'être relevées. Une majorité significative de l'opinion publique américaine aurait été rapportée comme favorable à un règlement négocié. Ce n'est pas un détail. Cela crée, sur le plan intérieur, un espace politique permettant à un président américain d'exercer sur Israël une pression plus forte que ce qui aurait été imaginable il y a 5 ans. Le dommage réputationnel subi par Israël dans l'opinion publique américaine au cours des 2 dernières années est réel et cumulatif. Le groupe, aux États-Unis, qui traite le soutien aux opérations militaires israéliennes comme une obligation politique, quel que soit le contenu et les conséquences de ces opérations, est plus réduit qu'auparavant. Et ce déplacement du paysage politique de fond fait partie de ce qui distingue ce moment des précédents épisodes de tension entre les États-Unis et Israël. La question de savoir si cette pression suffira à modifier la prise de décision israélienne est celle dont dépend tout le reste. Il existe une version des événements dans laquelle elle suffit. Une version où la combinaison de déclarations américaines explicites, de l'ampleur des enjeux économiques et de tout levier privé pouvant exister entre un protecteur et un client dépendant produit un changement de politique. Une version où l'arithmétique de coalition au sein du gouvernement israélien se montre sensible à la réalité extérieure. Une version où la fenêtre reste ouverte assez longtemps pour que quelque chose de durable puisse émerger. Il existe une autre version dans laquelle la résistance tient. Une version où les dynamiques de coalition s'avèrent plus fortes que la pression extérieure. Une version où les négociations en Suisse produisent un cadre de 60 jours qui finit par se défaire, où la perturbation économique reprend et où les conséquences politiques se distribuent simultanément entre plusieurs pays, de façon difficile à prévoir et impossible à contrôler entièrement. Dans ce second scénario, la question de la responsabilité deviendrait l'un des grands drames politiques de l'année à venir. L'Iran, pendant ce temps, sortira de ce conflit avec une compréhension transformée de sa propre position stratégique, quelle que soit l'issue des négociations immédiates. La leçon que Téhéran a tirée des 4 derniers mois est la suivante. Une résistance asymétrique déterminée, une position géographique favorable et la volonté d'utiliser réellement un levier économique peuvent contraindre la coalition militaire la plus puissante de la région à négocier depuis une position de faiblesse. Ce n'est pas une petite leçon, c'est le genre de leçon qui façonne les calculs stratégiques d'un pays pour toute une génération. L'Iran investira dans les capacités qui se sont révélées décisives ici. Il étendra ses capacités à ses partenaires régionaux. Il sera plus difficile à contraindre la prochaine fois parce qu'il sait désormais, empiriquement, quels outils fonctionnent et quelles menaces de ses adversaires sont réelles plutôt que performatives. Ce n'est pas un jugement moral sur le comportement iranien, c'est une description de la manière dont les États réagissent rationnellement lorsqu'ils découvrent ce dont ils sont capables. Le bilan américain est moins clair dans sa forme, mais ses implications ne sont pas moins importantes. Il existe 2 voies plausibles pour la manière dont l'establishment américain de sécurité nationale traitera cette expérience. La première est un véritable apprentissage institutionnel. L'assimilation de la leçon selon laquelle la puissance aérienne, sans théorie de la victoire viable et honnête, n'est pas une stratégie mais un pari. Le constat que les goulots d'étranglement géographiques constituent une forme de pouvoir que les porte-avions ne peuvent pas facilement neutraliser. L'idée que les conséquences économiques d'une action militaire doivent être modélisées avec rigueur et honnêteté avant que cette action ne soit autorisée et non rationalisée après coup lorsque les coûts deviennent indéniables. La seconde voie est celle que l'histoire rend plus familière. Ce conflit devient une anomalie, un cas où les choses ont mal tourné à cause de la malchance ou d'une mauvaise exécution plutôt qu'en raison d'une incompréhension structurelle. Aucun des responsables des décisions initiales n'est tenu de rendre des comptes dans un cadre public significatif. Les leçons ne sont pas institutionnalisées, parce que les reconnaître exige d'admettre les erreurs. Et dans quelques années, lorsqu'une nouvelle occasion d'appliquer la puissance aérienne dans le Golfe se présentera, le même cadre sera repris, avec les mêmes angles morts intacts. La voie qui l'emportera dépendra, plus que de toute autre chose,
de la question de savoir si les personnes qui ont autorisé les décisions initiales devront un jour répondre de ce qu'elles ont mal évalué dans un cadre comportant de réelles conséquences. La responsabilité ne consiste pas d'abord à punir. Elle concerne l'apprentissage institutionnel qui devient impossible lorsque l'échec n'est jamais nommé honnêtement. Ce que nous observons au sens le plus fondamental, c'est l'effritement d'un paradigme stratégique qui a gouverné l'engagement américain au Moyen-Orient pendant des décennies. Ce paradigme reposait sur une hypothèse centrale. La supériorité militaire américaine était si écrasante et le coût de la défier si catastrophique que des adversaires rationnels se soumettraient plutôt que de résister. Le corollaire était que tout adversaire assez imprudent pour résister serait puni si vite et si visiblement que tous les autres intégreraient la leçon et ajusteraient leur comportement en conséquence. Ce paradigme était déjà sous tension avant février. Les 2 dernières décennies offrent des exemples répétés d'une force techniquement écrasante, incapable de produire les résultats politiques pour lesquels elle avait été déployée. Mais l'épisode d'Ormuz est plus direct et plus difficile à écarter que les leçons ambiguës de l'Afghanistan ou de l'Irak. Il a montré qu'une puissance militaire de second rang, sans porte-avions et sans capacité de projection mondiale, pouvait imposer des coûts économiques réels et immédiats au pays le plus riche du monde, simplement en exploitant une position géographique et un stock de missiles, des coûts ressentis non pas sur un théâtre lointain, mais à la station-service et au supermarché, assez rapidement pour provoquer une réponse politique en quelques semaines. C'est une remise en cause directe de l'hypothèse centrale. Pas une remise en cause théorique, une démonstration empirique. Lorsque les navires ont recommencé à traverser le détroit dans les jours qui ont suivi les négociations de juin et que les prix du pétrole ont reculé par rapport à leur pic de crise, la tentation de déclarer le pire passé était compréhensible. Mais les forces profondes qui alimentent ce conflit, le statut politique non résolu des communautés palestiniennes, le calcul iranien selon lequel la projection de puissance régionale est nécessaire à sa survie, les dynamiques internes israéliennes, qui récompensent les positions dures, l'économie politique américaine, qui a rendu la politique envers Israël exceptionnellement résistante à toute recalibration stratégique, aucune de ces forces ne disparaît parce qu'un accord temporaire a été signé dans un complexe hôtelier suisse. Ce moment ouvre une fenêtre dans laquelle les coups de la trajectoire actuelle sont visibles comme ils le sont rarement, et où l'espace politique pour d'autres choix est au moins légèrement plus large. Que cette fenêtre produise un véritable changement ou qu'elle se referme discrètement en laissant les schémas familiers reprendre leur cours, voilà la question qui définira la stratégie au Moyen-Orient pour la prochaine décennie. Nous revenons donc à la question qui ouvrait tout cela. Qui contrôle le détroit d'Ormuz ? La réponse technique est que l'Iran se trouve sur sa rive nord et a démontré, dans des conditions réelles de guerre, qu'il pouvait fonctionnellement bloquer le trafic qu'il emprunte à un coût que l'économie mondiale ne peut supporter longtemps. La réponse plus profonde est que le contrôle des goulots d'étranglement géographiques constitue une forme de pouvoir que la nation militairement la plus capable au monde n'a pas encore trouvé comment neutraliser de manière fiable et que tout cadre stratégique refusant d'en tenir honnêtement compte n'est pas une stratégie. C'est un ensemble d'hypothèses déguisées en stratégie. La guerre que personne ne comprenait pleinement au départ, ni les Américains, ni les Israéliens, ni même les Iraniens, avant que les tirs ne commencent, a produit l'un de ces rares moments de clarté involontaire où l'écart entre le récit officiel et la réalité opérationnelle devient trop large pour être ignoré. Ce qui adviendra de cette clarté, qu'elle soit absorbée, et suivie d'effets ou poliment mise de côté une fois la douleur immédiate dissipée, reste la question ouverte. Et c'est, sans exagération, l'une des questions ouvertes les plus lourdes de conséquences dans le monde à l'heure actuelle.